Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus. On reçoit une invitée aujourd'hui qui a 40 ans de journalisme. Ça va être un entretien passionnant. Elle est passée par de nombreux médias de masse et elle dénonce un manque de liberté d'expression de plus en plus visible dans les rédactions, dans le traitement de l'information. On en parlera avec elle. On va aussi parler de son nouveau livre, bien sûr, sur la propagande autour des épidémies. Fausse pandémie, vrai mensonge. Ça va être un entretien passionnant. Corinne Lalo, bonjour et merci d'être avec nous. Je renvoie les gens vers le live qui est déjà diffusé d'avant où on parlera un petit peu plus justement de cet aspect Covid. On va parler de l'historique, mais j'ai vraiment envie d'apprendre. Voilà, moi je suis en début de carrière. On a sacrifié notre carrière en travaillant sur des médias honnêtes. On fait un travail rigoureux, on est targué de plein d'étiquettes. Non, on fait un travail rigoureux. Tu fais un travail rigoureux. Voilà, on va parler de ça, mais tout d'abord, commence par nous parler de ton livre. Tout d'abord, bonjour Corinne, merci d'être avec nous. Bonjour Romain, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Alors tout d'abord, juste avant qu'on aille on va vite aller, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a le live qui arrive après, tu vas rester avec nous. Donc là, c'est la deuxième émission qui passe, mais on l'a fait avant. Et voilà, donc déjà parlez-nous un tout petit peu de ce livre. Pourquoi c'était un objectif pour toi de faire aujourd'hui, c'est très bien résumé, ça revient sur beaucoup de choses qu'on a vécues ces 5 dernières années et pas que, puisque tu reprends l'historique, tu reprends aussi, moi j'ai appris dedans, parce qu'on parle beaucoup de l'appropriation par des puissances financières de l'OMS, je pensais que c'était beaucoup plus récent, que toi tu es remonté jusqu'à 1993. Voilà. Oui. Je te laisse la parole, quels étaient pour toi les objectifs de ce livre? Alors le livre, il s'appelle « Fausse pandémie, vrai mensonge ». Comment on vous trompe en 10 leçons. On vous trompe, c'est au présent. Mais c'est comment on vous a trompé et comment on vous trompera. Et l'idée du livre, c'est justement, par une enquête, de prévenir les gens qui vont le lire, les lecteurs, et de leur dire, voilà, tous les mensonges qu'il y a eu avant le Covid, tous les mensonges qu'il y a eu pendant le Covid, et tout ce qui risque de se reproduire. Et donc, pour mieux déjouer finalement les tromperies qui vous attendent, eh bien voilà, à chaque fois, il y a les mensonges, il y a le résumé à chaque chapitre, et il y a les leçons qu'on peut tirer pour l'avenir, pour ne pas se laisser tromper une prochaine fois. Parce que l'idée, c'est que beaucoup de gens sont sortis de cette crise Covid avec la sensation d'avoir été trompés, d'avoir été victimes d'une fraude, mais sans trop savoir comment, vous voyez, oui. Comme quand on était agressé, quoi, quelque part. Surtout, moi, je fais quelquefois la comparaison avec des agressions sexuelles, d'inceste même, parce qu'il y a eu une agression, les gens ont un malaise, ils ne savent pas pourquoi, et là, c'est l'État qui est supposé nous protéger, comme les parents sont supposés nous protéger, et là, c'est l'État qui s'est rendu fautif. Et qui est aussi complice d'une fraude. Le terme d'inceste, c'était intéressant parce qu'on dit aussi qu'ils ont violé le droit à cette période-là. Moi, j'avais beaucoup suivi ce qu'avait fait Amin Loumlil, qui était venu jusqu'au Conseil constitutionnel, où, justement, qui est l'instance juridique qui doit valider si nos lois sont conformes à la Constitution, et où, en fait, on était face à un jeu politique abominable. On sait que le Conseil constitutionnel, c'est le sang contaminé, dont vous dites, là, le Covid, c'était un long sang contaminé. Je crois que vous utilisez le mot comme ça à un moment qui est fascinant, ça m'a plu, cette formule. Je dis pas exactement comme ça, mais c'est l'idée. C'était mon interprétation. Mais c'est une bonne idée en fin de compte. Peut-être que c'est un long sang contaminé. En tout cas, ce qui est sûr... Qui était une vieille affaire, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi en France. Oui, voilà. Parce que, parce que j'ai aussi traité le sang contaminé. À l'époque, ouais, tu étais dessus. Mais oui, comme tu l'as dit, donc ça fait 40 ans. Donc si tu veux, on peut voir un peu en 40 ans ce qui s'est passé et comment les choses ont évolué. Ah, c'est une chance d'avoir cette expérience. Voilà, donc là, l'idée, c'était l'urgence. Expliquer ça. Et puis surtout, expliquer que ce qui est arrivé, c'était déjà prévisible. Pourquoi c'était prévisible ? Parce que tout était en place pour préparer ça. Alors, si tu veux, je t'ai apporté un livre que j'ai écrit en 2011. 14 ans. Il n'est plus disponible donc, dans le commerce. En ligne, peut-être ? En ligne, si vous le trouvez d'occasion. Ouais, aux éditions Plomb. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait le rééditer, parce que ce que je disais dans ce livre, c'est que
En fait, c'est un livre qui retrace un peu tous les scandales de santé publique, de médicaments, en insistant par exemple sur le Mediator, l'affaire du Mediator, mais tous les autres scandales de santé publique qu'il y a eu. Et parmi ces scandales de santé publique, lequel il y avait ? Eh bien, il y avait la pandémie, la fausse pandémie de 2009-2010, qui était la pandémie H1N1. Et dans ce livre... Tu vois des comparaisons visibles entre les deux Ah bah, plus que ça, parce que le chapitre 8, bon, du coup j'ai évidemment rouvert le livre, mais bon, le chapitre 8 s'intitule « Le vaccin inutile pour une pandémie inventée ». Et si on reprend toute l'affaire H1N1, on va retrouver même les mêmes acteurs que ceux qu'il y a maintenant dans le Covid. Mais beaucoup d'acteurs, on serait étonnés. Mais par exemple Fauci. Mais par exemple... Fauci, ça fait plus d'une dizaine d'années. Lui, ça fait 5 décennies qu'il est là. Et il était déjà dans l'affaire du sida. Là, je n'ai pas parlé de l'affaire du sida, mais j'ai parlé de toutes les autres affaires, et en particulier, les gens qui étaient à l'OMS. Et finalement, on s'aperçoit de quoi ? On regarde ça. Et il y a eu un rapport. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits. Après cette histoire-là, après la pandémie H1N1, il y a eu 2 rapports qui ont été faits. Il y a eu un rapport du Sénat, et du Sénat en France, et il y a eu aussi un rapport du Conseil de l'Europe, qui lui est à Strasbourg. Et le Conseil de l'Europe, lui, il s'est occupé de voir comment l'OMS avait traité cette affaire du H1N1. Et ils sont très, très sévères avec l'OMS. Et quand on s'aperçoit que le Conseil de l'Europe, lui, il a fait son rapport en 2010. Okay. Ça, c'est sorti en 2011. H1N1, c'était en 2009. D'accord ? Le rapport du Conseil de l'Europe sur l'OMS était dévastateur. Et j'en parle dans celui-ci. Parce que, effectivement, il y a 10 ans d'écart, mais tout se reproduit. Et tout ce qui avait été dénoncé par le Conseil de l'Europe il y a 10 ans, s'est reproduit en pire 10 ans plus tard. Avec le Covid. En pire. Pourquoi en pire ? Parce que, entre-temps, de l'autre côté, ils ont fait des progrès et ils ont accentué les malversations quelque part. Alors que le Conseil de l'Europe dénonçait en gros 3 volets du comportement de l'OMS. Ils ont dit que l'OMS avait exagéré la pandémie H1N1, donc c'était la grippe, ce qu'on appelait la grippe porcine. Hein. Donc l'OMS avait exagéré cette pandémie, donc ils avaient fait en sorte, en plus d'eux, qu'ils avaient inquiété inutilement toute la population. Et que 3, si l'OMS avait fait ça, c'est parce qu'elle était déjà infiltrée par des intérêts privés et que donc elle n'était pas libre de ses décisions, puisque ces décisions pouvaient être entachées de conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc il y avait déjà les 3 dénonciations. On reparlera de tous ces sujets-là après. D'ailleurs, sur le sida, j'ai retrouvé, effectivement, j'avais pris en note parce que ça m'avait fasciné dans ton livre. Tu rappelles, c'est effectivement pour revenir, il ne faut pas juste prendre la chose comme un épiphénomène des dernières années. C'est quand tu remontes extrêmement loin. J'ai appris dans ton livre que l'actuel dirigeant de l'OMS, donc Tedros Ghebreyesus, qu'on a vu souvent dans l'actualité, notamment avec le traité de l'OMS qui est en cours de ratification et qui, du coup, pourrait inciter, on en parlera tout à l'heure de ça, de l'impact que ça pourrait avoir dans d'éventuelles futures pandémies. Mais il y a énormément de choses à dire sur le Covid quand tu anticipes le futur. Donc on reviendra dessus. Et Ghebreyesus, ce que je voulais dire, c'est que tu dis dans le livre que lui aussi avait été placé par Bill Gates dans des institutions liées au sida. Alors attends que je retrouve tu dis placer Bill Gates, qu'il avait déjà placé à la tête du Fonds mondial contre le sida, créé et financé par la fondation Bill Gates. Comment est-ce qu'on place quelqu'un comme ça ? Ça veut dire quoi, placer Ghebreyesus à l'époque ? Parce que quand on sait que Bill Gates, il détient une fortune immense. Une des plus grandes fortunes. Qu'avec cette fortune, il finance l'OMS et qu'il finance le Fonds mondial contre le sida. Ça lui donne des droits. Et de même, quand ils financent, ils peuvent dire, moi, en tant que financeur, contributeur, je finance telle opération et pas telle autre. Ce qui avant était interdit. Mais maintenant, ils peuvent dire, voilà, je veux que mon argent, si je donne de l'argent, ça aille
au sida, d'accord, mais à tel aspect du sida et pas à tel autre. Donc ça, c'est ce qu'a fait Bill Gates. Et comme il est tellement puissant, il a eu une emprise sur les modèles et les processus de désignation des patrons, quoi, des chefs, des directeurs. C'est à la fin, quand tu infuses de milliards... Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Tu rappelles que l'OMS faisait... En fait, on en parlera de comment l'OMS est devenue corrompue, parce que c'est fascinant. Mais tout d'abord, j'ai envie de t'entendre sur un sujet où tu m'en as parlé un petit peu hors micro quand on s'était croisés. Et je t'ai jamais entendu dessus. Moi, j'ai envie de savoir... Alors, moi, je suis en début de carrière. Enfin, nous, les gens comme nous, on a sacrifié notre carrière. On ne pourra pas travailler plus dans les médias mainstream. Je pense pas que je retrouverai une place à TF1 ou n'importe quoi. Et j'en aurais même pas envie. Mais toi qui es passé longtemps par ces rédactions-là, moi, à l'époque, j'étais passé par France Inter et j'avais déjà vu comment l'information... Mais j'étais extrêmement jeune à l'époque et je comprenais pas que quand... Moi, j'avais l'impression de comprendre le monde, de comprendre... Ça me façonnait, mais... Pourquoi on a de telles politiques nulles? Qui finance quoi? Et quand j'arrivais, je leur disais, mais en fait, là, c'est ça. Et puis, en fait, on t'explique que t'es jeune et t'as rien compris et tout ça. Alors que, finalement, je me rends compte que c'est l'inverse. Toi qui es passé là-dedans, tu m'as dit la dernière fois que dans ces rédactions-là, tu sens qu'aujourd'hui, il y a plus de censure. Et je finirai ma question par... ma question, c'est raconte-nous comment c'était le journalisme avant par rapport à ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent, d'anciens, donc voilà, moi j'ai une trentaine d'années, des gens plus expérimentés que moi, pas d'anciens, mais des gens plus expérimentés, mais qui disent, j'avais la sensation qu'il y a 10-15 ans, on n'était pas dans des dérives totalitaires aussi lourdes qu'aussi. Moi j'ai le sentiment, moi je suis un passionné d'histoire, j'ai l'impression que les dérives totalitaires, et j'ai l'impression que la mainmise de pouvoir sur la population, elle est là depuis tout le temps. Elle est là, pour moi, on est sur 13 000 années de civilisation, de rendre esclaves les gens. Il n'y a pas que la traite négrière qui a fait des esclaves, etc. Voilà, il y a plein de questions comme ça. Parle-nous juste du journalisme. Comment c'était? Eh bien, écoute, moi, le journalisme... D'abord, moi, j'ai un parcours classique, quoi. Hein. Bon, école de journalisme. Avant l'école de journalisme, j'ai fait Sciences Po, mais pas complètement. J'ai fait 1 an de Sciences Po. D'accord. Après, j'ai fait une licence d'anglais. Après, j'ai fait le CFJ, le centre de formation des journalistes, qui est rue du Louvre, où j'ai retrouvé les gens de Sciences Po. Et donc là, après, on sort du CFJ, qui est quand même l'école la plus cotée de journalisme, qui est très sélective. Donc, on est content de sortir de l'école de journalisme. Et même l'école de journalisme, à l'époque, eh bien, on pouvait quand même contester. Il y avait de tout, on contestait. Et d'ailleurs, même quand j'ai passé le concours, à un moment, la directrice qui m'interviewe, il y avait une interview, elle me dit, oui, vous n'avez personne de votre famille dans la presse. Puis moi, je lui dis, bah écoutez, non, et c'est pas une raison pour pas commencer. Voilà, alors après, je me suis dit, ça y est, voilà, je vais jamais être prise. Et je suis sortie de là, j'avais l'assistante qui était devant, je dis, je vais jamais être prise, j'aurais jamais dû dire ça et tout. Elle me dit, mais non, détrompe-toi. Et finalement, ils m'ont prise, peut-être en partie à cause de ça, parce qu'ils cherchaient des gens qui avaient un petit esprit de contradiction et qui savaient ce qu'ils voulaient. Vous voyez ? Et donc, donc j'ai fait le CFJ. Et au CFJ, il y avait aussi pas mal de débats, de contradictions. On parlait, on contestait les profs. Les profs voulaient nous faire des choses, ils ne voulaient pas. Moi, avec d'autres étudiants, on a créé la section de journalisme au CFJ. Avec une autre étudiante qui s'appelait Corinne Pertuis et d'autres. On a créé cette section parce qu'elle n'existait pas. Et on l'a dit au directeur, on a dit, on veut faire de la télé. Il n'y avait pas de télé. Mais nous, c'est ce qui nous intéressait. Et c'était très mal vu, la télé. Il fallait être en agence, à l'AFP, à la radio, et en presse écrite. Bon, puis nous, on voulait faire de la télé. La télé, c'était pas le Graal le plus valorisé dans non, mais c'était même méprisé. Qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'était pas bien de faire de la télé parce que c'était méprisé. C'était les nuls qui voulaient aller en télé. La télé, c'était pas le journalisme, hein. Et donc, finalement, on nous a dit, bon, ok, mais vous le faites en plus de vos horaires. Là, on est dans les années 80. 78 à 80. 78 à 80. Okay. Donc, en 78-79, il n'y avait pas de section télé au CFJ. Ça me passionne de savoir comment c'était avant. Ah ben voilà, il n'y avait pas de section télé.
il y avait la radio. Alors ça, c'était vachement bien. Non, mais le mieux, c'était l'agence. La radio était mieux que la télé. Ah, c'est Mais ça intéressant. n'existait pas pour eux, la télé. Oui, d'accord, Je vous oui. parle de l'école. À l'école, il y avait des sections. Oui, oui. Eh bien, dans les sections, vous faisiez l'agence, c'était AFP. Donc là, c'était les bons, les meilleurs. Bon. Après, vous faisiez radio. Là, il y avait une petite sélection. Et c'était les moins bons que l'agence, mais c'était très bien. Hmm. Les autres, ils faisaient secrétariat de rédaction, donc c'est la mise en page, mais c'est vachement important, mais c'était encore moins bien. Je vous parle de la hiérarchie du truc. Et la télé, ça n'existait pas. Voilà, c'était comme ça. Bon. Donc nous, on a dit, ouais, mais nous, on veut faire de la télé. Alors on nous a dit, puisque c'est comme ça, ok, mais vous le faites après vos horaires. Donc on faisait tous les horaires de cours, et en plus de ça, après, on faisait de la télé, mais on nous avait, heureusement, mais c'est ça où c'était formidable, c'est que on avait des caméras, on avait un responsable qui s'est occupé de nous, qui s'appelait Pierre Anxo-Labert, qui malheureusement est décédé, mais qui était quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, lui, il nous a aidés à mettre en œuvre notre envie de faire de la télé. Donc, on avait nos caméras, on partait, on faisait nos petits reportages, et puis on faisait nos montages. Et alors, petit à petit, ils ont commencé à nous amener quelques monteurs pour nous montrer comment on faisait des montages. Sinon, on inventait tout. Mais on le faisait entre 18h le soir et minuit. Et l'année suivante, le directeur a dit, bon ben d'accord, l'année prochaine, vous pourrez avoir des cours et les faire dans vos horaires normaux, mais c'est pas encore une section. Et ça a été la 3e année. Donc nous, on est sortis, ça dure 2 ans. Donc nous, on est sortis. Et en fait, on a été la première promotion parce que là, la 2e année, ils ont été beaucoup plus sympas avec nous. C'est-à-dire qu'on avait le droit à des profs. On a eu des profs qui étaient des profs de la télé, qui étaient venus nous voir et qui s'occupaient de nous donner des cours. Et même quand ils venaient et qu'ils nous disaient faut faire comme ci, faut faire comme ça, et ben nous, quelquefois, on disait nous, on n'est pas d'accord. Vous voyez, on était comme ça. Et même à la fin du journalisme, à la fin de l'école, des 2 ans, on devait partir faire un voyage en Kabylie. Et puis, malheureusement, il y a eu les événements de Kabylie, donc on n'a pas pu y aller. Et donc, voilà. Donc, le directeur, il dit, maintenant, vous restez... vous allez quand même rester à travailler plutôt que de faire le voyage. Ou sinon, si vous voulez partir absolument en vacances, vous aurez le choix entre mon respect ou vos vacances. Et nous, on a dit, on va choisir les vacances. Alors là, tu parles beaucoup de qu'on pouvait contester à l'époque. Oui. Mais par exemple, ma question, c'est est-ce que vous pouviez... est-ce que, en fait, vous n'étiez pas noté, tout comme moi, je n'étais pas noté non plus dans mes études, sur l'esprit critique. Moi, j'essayais toujours d'avoir un esprit critique, mais à la fin, quand tu as tes examens, tes partiels... En fait, t'es pas noté dessus, ça n'est pas valorisé. Donc tu peux contester tout ce que tu veux. Ça, en fait, les gens ne sont pas encouragés à ça. Ma deuxième question, c'est justement de ça. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, tu avais déjà été formaté en quelque sens par les... Non, l'école de journalisme, non. L'école de journalisme, à l'époque, parce que ça a changé. Ça a changé aussi. L'école de journalisme à l'époque, évidemment, essayait de formater. Mais formater plus sur la technique que sur le contenu. Bien que les deux se rejoignent. Les deux se rejoignent. Oui. Mais ils formataient plus sur la technique. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'école de journalisme, vous avez l'habitude de faire des phrases longues avec des qui, des que, des relatives, des incises, etc. Donc on nous casse le... Bon, c'est pas le plus grave. Mais... il n'y avait pas de censure à l'époque sur le contenu. Sur le fond, quoi. Sur le fond, oui. Parce que sinon, on le contestait. Pas tous, mais on le contestait. Il y a eu, je peux te donner un exemple, ça ne veut pas dire que tu ne payais pas les conséquences. Notamment aux examens, c'était ce que je disais. Eh bien oui, je peux te donner un exemple. Je peux te donner un exemple. Donc il y avait... La sélection, une fois que tu étais dedans, il y avait la sélection pour rentrer dans la section soit agence, soit radio. Bon.
Et moi, la radio, je dis, tiens, ça m'intéresse, je vais faire la radio. Bon, donc on fait un petit peu de formation avec un professionnel de radio, que je ne nommerai pas. Et donc, c'est là où il faut être gentil, parce que sinon, il va pas te sponsoriser, et c'est pas lui qui décide, si tu veux, mais il pourra donner son avis, si oui ou non tu pourras intégrer la section radio. Bon. Et je m'en souviens comme si c'était hier. On fait notre journal de radio, et je commence, moi, c'était un jour où il y avait une explosion de gaz dans Paris, avec des blessés, pas de blessés d'ailleurs, il y avait surtout des dégâts. Et puis, à l'époque, il y avait une guérilla, c'était les sandinistes en Amérique centrale. Et donc, moi, ça me paraissait plus important parce qu'il y avait eu plein de morts, et il y avait eu un événement qui était grave. Et moi, j'avais commencé par ça. Et il m'avait reproché de ne pas avoir commencé par l'explosion de gaz. Oui. Ouais, bon, c'était un choix éditorial. Oui, ça c'est... Ouais. Bon. Mais parce que des fois, quand tu es à l'école de journalisme, on t'apprend aussi à commencer par les informations les plus locales, et puis ensuite tu vas vers l'international. Oui. Après, tu mets le sport. C'est des choix, mais on t'apprend à réfléchir comment on c'est des choix. Ça s'appelle la loi du mort au kilomètre. Voilà. C'est pas ça. Si, c'est la loi du mort au kilomètre. C'est-à-dire que plus il y a de kilomètres entre les morts et toi, voilà, plus il faut des morts, beaucoup de morts. C'est-à-dire que il faudrait par exemple qu'il y ait 1000 morts au Salvador pour équivaloir à un mort à Paris. Comme à Gaza, il y a un génocide. Bon. Mais par contre, il y a aussi la même chose au Congo, et on n'en parle pas plus. Donc, ce jour-là, moi, il m'a dit non, tu aurais dû commencer par l'explosion de gaz. Et moi, je lui avais dit... moi, je ne suis pas d'accord. Je veux bien... Alors, il me dit, oui, mais je suis là pour t'enseigner ça. Et je lui dis, non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je veux bien que vous m'enseigniez la technique, mais moi, le fond, et même la hiérarchie de l'information, c'est moi qui en déciderai. Et en fait, c'était très mal vu de dire ça, quoi. Enfin, fallait pas. Enfin, toujours dire, j'ai pas été sélectionnée. Donc, j'ai payé quand même les pots cassés. J'ai pas été sélectionnée en radio. Tu vois, ouais, c'est intéressant. Voilà. Donc après, il fallait assumer, quoi. Et donc, alors, allons... là, c'était intéressant de passer par les études. Faisons un petit saut dans le temps. Parce qu'effectivement, les écoles, et à l'époque, moi je rends hommage à l'époque au Centre de formation des journalistes, le CFJ, parce que ceux qui l'ont fait à cette époque-là savent très bien qu'il y avait une liberté et qu'on tolérait quand même qu'il y ait une certaine indépendance des élèves. Et même une fois, il y avait le patron du Monde qui était venu, qui avait été invité, et on lui avait posé des questions embêtantes. Entre autres parce qu'il avait essayé de censurer un journaliste au Monde. Et il était très... oui. Mais c'était un journaliste, une fois, sur un problème, et c'était très, très mal vu d'essayer de censurer. Et il était très embêté qu'on lui ait posé ces questions-là. C'était le rédacteur en chef, le directeur de publication? C'était le directeur, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Directeur, ouais. C'était le directeur. Mais c'était pas l'actionnaire. Non. Mais pour montrer qu'à l'époque, ça rigolait pas avec la censure. C'était très mal vu d'essayer de censurer. Voilà. Qu'aujourd'hui, tu as le sentiment Maintenant, c'est la censure décomplexée partout. C'est ça qui est avec terrible. Les fact-checkers, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui essayait de censurer, il y avait d'autres journaux qui allaient le dénoncer. Ouais. Il y avait le Canard enchaîné qui faisait son boulot à l'époque, qui le fait plus. Et il y avait une multitude, il y avait une biodiversité de la presse. Le Canard enchaîné qui a même mis des coups aux médias libres dont on faisait partie. Ah oui, mais tous ces journaux sont maintenant des espèces de coquilles vides. Ils ont été rachetés, ils n'ont plus que la vitrine, ils n'ont plus que le titre. Mais tout l'intérieur, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Même le Canard enchaîné, c'est financé par des fonds privés? Non. Je ne dis pas que c'est financé. Ça n'est pas financé par des fonds privés. Mais le Canard enchaîné n'est plus ce qu'il était. Le Canard enchaîné, de temps en temps,
quand même, il révélait des choses qui n'étaient pas anecdotiques. Tandis que maintenant, vous achetez le Canard enchaîné, c'est que des anecdotes. Est-ce que, alors c'est une question un peu crue, et ça veut... C'était Fauvet, je crois, le directeur qu'on avait reçu. Ma question, c'est peut-être pas la bonne question, mais en gros, est-ce que par exemple le Canard enchaîné, tu penses qu'à l'époque c'était des équipes plus jeunes, ce qui veut rien dire, hein, parce que non, par exemple, il y a des gens... non. C'est pas un manque de... Non. Okay. Non. Qu'est-ce qui fait que les gens sont justement rebelles dans... Enfin, il y a des canards enchaînés modernes aujourd'hui, mais... Non. Le Canard enchaîné, c'était pas des jeunes, hein, c'était même plutôt des gens d'âge mur qui avaient réussi à avoir un modèle financier qui les rendait assez indépendants, parce que c'était surtout à la vente, ils vendaient les journaux, il y avait des abonnements, et ils étaient réellement indépendants, au point que le gouvernement avait placé des micros une fois. Il y avait eu l'affaire du Canard enchaîné, qui avait été un scandale aussi. Pas ça, ouais. Ah bah oui, le gouvernement avait placé des micros, caché des micros à l'intérieur de la salle de rédaction du Canard enchaîné, et comme ils s'en étaient aperçus, ils avaient fait un scandale. Mais moi, comment on sait que c'était le gouvernement à ce moment-là ? Parce qu'il y a eu des preuves, et puis il y a des gens qui l'ont dit. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, les gens, quand ils voulaient que quelque chose sorte, ils l'envoyaient au Canard enchaîné, et le Canard enchaîné, et à d'autres journaux, pour être sûr que quand même le Canard enchaîné le sorte. Et à ce moment-là, le Canard enchaîné, quand ça sortait dans le Canard enchaîné, ça faisait un scandale. Mais ce qu'on est obligé de reconnaître et de constater, c'est qu'au fil des années, il y a eu de moins en moins de scandales qui ont été révélés par le Canard enchaîné. Et il y a même des gens qui se sont plaints qu'ils avaient envoyé des infos au Canard enchaîné en même temps qu'à d'autres journaux, et que le Canard enchaîné les avait enterrés. C'est incroyable. Là, c'est une affaire en 1973, ça. Hein. De quoi ? L'affaire des micros... Je me souviens plus de la... tu le vois ? L'affaire des micros cachés du Canard enchaîné. Voilà, c'est fou. Je connaissais pas. 3 décembre 1973. Incroyable. Donc, un petit saut dans le temps, parce que alors, maintenant... On pourrait faire une histoire de la presse. Hein. On peut pas faire... Ouais, j'aimerais bien qu'on puisse... Tu dois avoir tellement de connaissances dessus. Mais alors, faisons un saut dans le temps. Tu me parlais une fois que tu as travaillé à TF1, tu as réussi ton rêve ou tes ambitions à l'époque de travailler en télévision. Tu étais connue à TF1 d'ailleurs, hein, on rappelle que tu es une des premières à avoir travaillé avec Michel Rivasi, bien connue pour première. La première, oui. La première. Pour avoir travaillé avec Michel Rivasi. Michel Rivasi qui était une des seules députées européennes à s'être battue pour essayer d'obtenir les contrats Pfizer, à essayer de faire parler de la vérité sur le Covid, même si elle a été conspuée par certains lors de dans son propre parti, les Verts. Elle a travaillé sur un nombre d'affaires colossales. Donc était la première journaliste à être allée la voir et à essayer, pendant l'affaire de Tchernobyl, avec le nuage nucléaire qui s'arrêtait à la frontière, c'était quand même magique. Donc à ce moment-là, parle-nous de la liberté de la presse à TF1. Est-ce que tu penses aujourd'hui ? Oui, ce qu'il faut que tu saches, pour voir comment ça se passait. Par exemple, le nuage de Tchernobyl. Arrive le nuage de Tchernobyl. En fait, il est supposé ne pas arriver puisque le gouvernement dit qu'il s'est arrêté à la frontière, qu'il n'est pas sur le territoire français. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Et à ce moment-là, moi je suis jeune journaliste, à la rédaction de TF1. Ah oui, tu étais en début de carrière, hein, du coup. Oui, j'étais en début. On est en quoi, 86 là ? Oui. Ouais, ça. Et donc, j'ai une info que me donne une jeune avocate qui s'appelle Corinne Lepage. Ah, Corinne Lepage, oui, à l'époque. Mais qui était jeune avocate à l'époque. Mais avec qui j'avais eu affaire parce que je l'avais contactée sur l'affaire de la construction du pont de l'Île de Ré, où il y avait eu des doutes sur l'honnêteté de la construction. Et donc, j'étais en contact avec elle. Et ça, c'était avant que le pont de l'Île de Ré soit construit. Donc, ça fait un peu... voilà. Bon, toujours est-il qu'elle m'appelle, elle me dit, oui, j'arrive d'Allemagne, il y a plein de radioactivité partout. Et en France, personne ne veut rien dire. J'ai fait le tour j'ai fait le tour de toutes les rédactions parisiennes. Personne ne veut parler de ça. Elle est biologiste, Michel Rivasi, à ce moment-là. Non, mais je te parle de Corinne Lepage, qui est avocate.
Donc, elle alerte. Je ne te parle pas de Rivasi encore. Oui, hein. oui, pardon. Là, c'est le nuage. Rivasi sera après. Elle alerte les rédactions parisiennes et personne ne veut donner l'info. Donc, elle me le dit. Moi, je suis jeune journaliste, information générale, parce qu'il faut savoir que dans les rédactions, il y a plusieurs services. Donc, il y a les infos gênées, où c'est les jeunes journalistes qui font tous les chiens écrasés. Enfin, je dis les chiens écrasés, c'est plus le tout venant, les faits divers, les choses comme ça. J'ai fait l'affaire Grégory aussi, bon, bref. Et donc, elle me dit ça. Donc, moi, je propose ça. Je dis, puisque c'est ça, moi, je vais aller à la frontière et je propose ça, que le nuage, il est passé en France, malgré ce que dit le gouvernement. Il te fallait l'accord de ton équipe pour pouvoir y aller. Donc, à cette époque-là, voilà, tu es le service des informations générales, tu reparles à ton chef de service, Voilà. tu dis, oui, c'est une super idée, et tout, Ok. tout, voilà. Et puis, avec le chef de service, vous le proposez en conférence de rédaction le jour même, Mhm. et à la conférence de rédaction. Conférence de rédaction, pour tous ceux qui ne sont pas dans le milieu journalistique, c'est des réunions tout simplement où il y a le rédacteur en chef qui vient avec son adjoint en général, on se pose autour de la table, on parle Toute des la sujets qu'on veut. rédaction. Toute la rédaction parle des sujets qu'on veut traiter. À cette époque-là, mais c'est pour là où ça a beaucoup changé aussi. Mhm. Il faut savoir que dans le quotidien, comment ça a changé. Mhm. À cette Tout à fait. époque-là, le matin, vous allez à la conférence de rédaction, c'était vers 10h, quelque chose comme ça, pour le 20h. Parce que pour le 13h, c'était un peu plus tôt. Mais pour préparer le journal de 20h, donc vous venez, tous les chefs de service, de tous les services, donc il y a des services santé, services sciences, services politique étrangère, Culturel, services sportif. politique, culture. Donc tout le monde vient. Et à cette époque-là, les journalistes aussi venaient. Donc vous aviez une salle, vous aviez évidemment les chefs de service qui étaient assis, tous les journalistes, on était là, debout, derrière, et en bout de table, vous aviez le présentateur, son rédacteur en chef, et le directeur de l'info, qui était souvent là d'ailleurs. Et donc, nous, on y va. On va à la conférence de rédaction le matin, on le propose. Et à ce moment-là, il y a le service sciences qui n'est pas d'accord parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, lui, est spécialiste du nucléaire et il n'a pas trop envie qu'on en parle. Il dit, mais non, mais ça ne sert à rien, tout ça. C'était quoi, qu'on marche sur ce plate-bande ou Un lui, petit il peu, était... un petit peu. D'accord. Et donc... L'ego des journalistes. C'est pas grave, le directeur de l'info, il dit, oui, c'est une bonne idée. Corinne, tu y vas. Et donc, je suis allée là-bas, à la frontière allemande. Et donc là, j'ai pris une salade. On est allé aussi en Allemagne. On a mesuré la radioactivité. En Allemagne, ils nous ont ouvert tous les portes des laboratoires. Ils ont dit, voilà, ça c'est radioactif, ça c'est radioactif. On voyait le compteur Geiger qui crépitait sur la salade. Et puis après, on allait... Et puis c'était interdit de la manger en Allemagne. Et puis après, on allait en France. On allait à la préfecture. Alors là, on nous disait, circuler, il n'y a rien à voir. Et on ne voulait même pas nous dire, est-ce que c'est radioactif, est-ce que c'est pas radioactif. Toujours est-il qu'en France, on disait, mangez de la salade, et surtout, femmes enceintes, mangez aussi de la salade. On ne disait même pas aux femmes enceintes de faire attention. Là, t'es parti avec Corinne Lepage à ce moment-là. Hein. Non, là, Non. c'est elle qui D'accord. m'avait alertée. Oui, bien sûr, mais là, elle parle Mais pas. non, avec elle n'est pas venue avec moi. Voilà, Mais ok. moi, je suis allée avec un caméraman, un peu Comme tu disais, de on son, joue, voilà. Oui, oui. voilà. Et voilà. Et c'est à ce moment-là, je me suis mise à la frontière et j'ai montré la salade. Et j'ai dit, voilà, de ce côté-là, c'est l'Allemagne. Et cette salade est jugée radioactive et donc impropre à la consommation. Et de ce côté-là, c'est la France. Et là, par contre, Bonne- alors là, il n'y a plus rien, on peut Ah, la manger. vache. Voilà. Et donc, le lendemain, C'est incroyable. et donc ça passe le soir à 20h. Ça passe. Génial. Et dans le même journal, il y avait un reportage de Michel Chevalet qui était rue Claire à Paris et qui faisait tous les étalages de légumes et qui disait, regardez, cette salade, elle est excellente, on peut la manger. Non, ouais. Oui, c'est pour ça. C'était ça, moi, je trouve que c'est ça la liberté de l'information, Ah, il y c'est avait que une dans vraie le pluralité. même journal, vous pouvez avoir deux informations qui peuvent sembler contradictoires, mais au moins il y avait une pluralité.
Ah oui, qu'aujourd'hui, Voilà. j'ai jamais vu un truc C'est comme pas ça. pour critiquer Michel Chevalet, parce qu'au contraire, Pas je du trouve que tout. c'est un grand professionnel, Non. donc il n'y a C'est pas pas de ce qu'il faut souci. retenir, mais le rédacteur en chef qui avait eu connaissance de la cohérence du journal s'est dit, on peut montrer les deux infos. Exactement. Ça, c'est Et fort. le lendemain, vous aviez au journal de 13h, Jean-Claude Bourret, qui était le présentateur, Oui. et qui, lui, avait fait venir le professeur Pellerin, qui représentait le gouvernement, et qui, lui, avait toutes les cartes de France avec la radioactivité qui avait augmenté avec le passage du nuage de Tchernobyl, et qui les a montrées. Donc là, c'était un scoop, puisque personne ne les avait vus, et que le gouvernement disait qu'il n'était pas passé. Donc là, Pellerin disait, oui, c'est vrai, il est passé, mais c'est pas grave, c'est pas dangereux. Et là où ce qui est génial à l'époque, et c'est dommage que maintenant c'est plus possible, c'est que Jean-Claude Bourret, il s'est pas contenté de faire venir le professeur Pellerin. Il a invité aussi une scientifique spécialiste des radionucléides, donc de la radioactivité, et qui, elle, a tenu un discours contradictoire. Donc, ils se sont affrontés en plateau. C'est ce qu'on veut. Mais c'est tout ce qu'on demande. C'est du débat. l'anti-propagande. C'est du débat contradictoire. C'est ce qu'il n'y a jamais eu pendant le Covid. Un petit extrait de Jean-Claude Bourret, si on peut le mettre au montage, on va l'envoyer parce que c'est fantastique. Ah ben là, ce serait génial. Il y a un extrait où justement il parle dans l'émission de Le Ruquier, je crois, en 94, un truc comme ça. Ça c'est après. Mais il faudrait sortir oui. le... Non mais Jean-Claude Mais- Bourret, il faut se rendre compte de qui il était, puisqu'il arrive sur cette émission, et puis là, si on voit l'extrait, tant mieux. Jean-Claude Bourret, question traditionnelle qu'on pose à chacun de nos invités. J'ai très peur. Si vous en aviez vraiment rien à cirer, que diriez-vous à la télévision que vous n'avez encore jamais dit? Caméra. Ah. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Mais où il dit les médias sont oui, le problème c'est que les médias et les politiques sont aux mains de grandes finances, tout Oui, ça, mais nanana. non, l'extrait c'est pour qu'il faudrait dire- montrer, Ah oui, dis-moi. c'est l'extrait du contradictoire. Quand vous mettons les avez... Non, oui, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est de montrer que quand il y a un problème, une polémique ou un désaccord, eh bien, vous donnez un contradictoire. Vous donnez le pour et le contre. Et là, vous avez un exemple du pour et du contre sur un dossier qui est très technique. Très technique. Et malgré tout, il y a un affrontement. Alors, il y a des moments... On s'y trompe dans les becquerels, les millisievert et tout, mais c'est là où on voit que, en fait, le professeur Pellerin, qui lui représente le gouvernement, il essaye d'imposer un langage technique que personne ne comprend, alors qu'en face, vous avez une scientifique qui dit oui, mais écoutez, pour la santé, c'est pas génial, voilà. Et en même temps, au milieu, vous avez Jean-Claude Bourret qui essaye de comprendre. C'est ce qu'on aurait dû faire avec le Covid. Depuis le début. Et pourquoi on ne l'a pas fait? C'est ça que je demande. Pourquoi en 1986, c'était possible d'avoir un débat contradictoire en direct, à la télé, sur le plus grand journal quotidien, que ce soit le 13h ou le 20h, et que ça n'est plus possible? Alors que là, on avait des médecins, chroniqueurs de plateau, bourrés de conflits d'intérêts et qui faisaient des débats entre eux et tout le monde était d'accord. On pense à Martin Blachier, les gens comme Voilà, ça, quoi. Mathias voilà. Vargon, je sais plus. Ouais, fantastique quoi. C'est intéressant de voir ça. Mais c'est fantastique parce que c'est la base de la propagande, c'est de pouvoir débattre, Oui. de lutter contre la propagande, c'est de pouvoir débattre. Je peux prendre un autre exemple Vas-y. sur le sang contaminé. Justement, on parlait du sang contaminé. tout à fait. Ça, c'était plus tard. C'est C'était quoi, 93 oui, 93-95, par Ok. là. Où, pareil. T'es il y encore avait... à TF1 à ce moment-là? Oui, oui, bien sûr. Ok. Et TF1, entre-temps, avait été privatisé. Moi, je suis entrée à TF1, c'était service public. Entre-temps, il a été privatisé en 87. Mais pour vous dire quand même, ça a continué, où on pouvait un peu débattre. En 95, quand il y a eu le sang contaminé, il y avait un rapport, c'était le rapport Lucas à l'époque, et il y avait un autre rapport. Eh bien, il avait été mis dans des tiroirs, et moi j'avais proposé de le montrer, parce que j'avais découvert en fait que le sang contaminé, c'était une histoire de rivalité entre les laboratoires Pasteur d'un côté et Abbott de l'autre, qui était l'américain.
Et comme le laboratoire Pasteur, ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils avaient pas réussi à faire des tests pour dépister le virus du sida à temps, et que les Américains, eux, ils l'avaient, et où le choix du gouvernement a été, plutôt que de prendre le test américain pour sauver des vies, ils ont préféré attendre que Pasteur soit prêt. Et entre-temps, il y a eu des morts, parce qu'on ne pouvait pas tester le sang pour voir s'il était contaminé ou pas. On ne pouvait pas le tester, parce qu'on attendait que le test français soit prêt, alors que le test américain était déjà prêt et qu'on ne voulait pas favoriser le test américain. C'est ça l'histoire du sang contaminé. Donc, entre-temps, il y avait des poches de sang qui étaient contaminées et qui ont été données à des hémophiles, à des gens qui avaient une transfusion. Voilà. C'est ça. Ce qu'on appelait le scandale du sang contaminé. Eh bien, c'était une rivalité entre Français et Américains, et c'est ce que montrait finalement ce rapport. Et donc, moi, je l'avais vu, mais j'étais pas au service médecine, j'étais pas au service santé, j'étais au service infogéné, toujours pareil. Et il faut savoir qu'en général, les journalistes qui sont proches, qui sont spécialisés et qui en général sont très proches de leurs interlocuteurs en permanence, ont tendance évidemment à être plus compréhensifs. Voilà. Et ceux qui vont sortir les affaires, c'est ceux des infogénés. C'est pas ceux du service médical ou scientifique ou sportif. Sportif, c'est pareil. Hein. Vous avez aucun scandale dans le milieu du sport qui va être sorti par les journalistes sportifs. En général, ça va plutôt être les journalistes à côté. Parce qu'ils sont trop proches de leur sujet. Ils sont trop proches de leurs interlocuteurs, ils deviennent des amis. Et donc même celui qui voit un scandale ne va pas le révéler parce que... non, parce qu'il... c'est intéressant. Il aura du mal. Tu as raison. Et donc là, pour finir, je propose de raconter cette histoire-là, de la rivalité et du rapport qui a été sorti. Mais ce n'était pas mon service. Donc le service santé ne voulait pas que je le sorte. Donc ils avaient fait du lobbying par derrière, parce qu'ils avaient appris que je voulais le sortir. Eh bien, pareil, je vais voir mon chef de service. Il dit, on va le proposer. Et nous, on va pareil à la conférence de rédaction. On propose le sujet. Le service santé dit, non, faut pas faire ce sujet, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et à ce moment-là, le directeur de la rédaction, il dit, si, on va le faire. Et Corinne, tu vas le faire. Et je l'ai fait. Et je crois que le directeur, c'était Gérard Carrérou à l'époque, qui était un très bon directeur de l'information. Et donc, le service santé, ils n'étaient pas contents, mais tant pis pour eux. Après, ils ont continué, c'est tout. Mais il y avait une possibilité de le faire. Il faut qu'on avance parce qu'on arrive vers la fin du temps qui nous est imparti. Non mais c'est fantastique. J'ai encore 2 petites questions. Alors malheureusement, je pense qu'on parlera du Covid plutôt dans le live. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ça, on vous met le lien dans la description et vous pourrez aller voir. Parle-nous d'aujourd'hui. Quel est ton regard justement sur... Tu dis que c'est plus possible aujourd'hui d'avoir ces phénomènes-là, ces discussions-là que tu as eues. J'espère qu'on pourra en reparler parce qu'à mon avis, tu as dû vivre tellement de trucs fascinants comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu dans le traitement de l'information moderne? Est-ce que tu as commencé à voir la censure où là tu t'es dit ok, on y est? C'est pas d'un coup parce que souvent c'est insidieux, ça arrive sur le temps long. Est-ce que tu as des éléments là, ce que je peux dire, je ne veux pas parler d'une chaîne en général. On n'est pas là pour dénoncer, on peut parler de... Voilà. Je ne veux pas mettre l'accent sur un ou sur l'autre parce que c'est un phénomène qui est mondial. Je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est aussi bien la presse écrite que la radio, que la télé publique, que la télé privée. Que les chaînes YouTube, aujourd'hui. Que les chaînes YouTube, évidemment, que les réseaux sociaux, où la censure est devenue généralisée et décomplexée. Complètement décomplexée. Aujourd'hui, sur Instagram, il y a des équipes de producteurs de contenu, je ne sais pas ce que ça veut dire, et qui font de l'information, mais c'est souvent de qualité. Oui, je vous laisse aller voir. Et... on aurait pu espérer que le service public tienne le pavé haut, relève l'honneur du journalisme, mais en fait, pas du tout.
Alors, par contre, je suis le premier pour taper sur les médias aujourd'hui, hein, mais il faut quand même rendre à César que les seuls qui aujourd'hui, mais c'est pour dire où on en est, mais les seuls qui tapent sur les scandales des grandes fortunes, des grands milliardaires, les seuls qui parlent de l'affaire des grandes surfaces, par exemple, ou toutes les affaires qui vont critiquer les affaires privées, c'est quand même le public. C'est les médias publics qui font le travail. Non, mais c'est relatif, hein, ce que je dis. Mais par rapport au vide sidéral qu'il y a à côté, bon, bref, voilà. Oui, mais moi, si je reprends l'affaire du Covid, qui est quand même la plus importante je suis d'accord avec ça. de ces 5 dernières années, je veux dire, quand il y a le service public a été lamentable. C'est clair. Comme les autres. Ah ben, je suis d'accord. Alors qu'on aurait pu espérer que le service public soit un peu moins mauvais. Nous, c'est pareil, hein, ils nous ont tapé dessus à l'époque quand j'étais à France. Le service public a été très décevant. C'est clair. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens de qualité dans le service public. Effectivement, il peut y avoir des journaux de qualité, il y a des journalistes de qualité, mais la liberté de l'information n'est plus ce qu'elle était dans le service public, malheureusement. Mais tu as raison, mais ça ne va pas contre ce que je disais, parce que moi je te disais les scandales privés. Et le Covid, il y avait du privé, mais lié aux politiques. Et ça, ils n'en parlent jamais. Ça, c'est clair. Voilà. Ah oui, ça, je Donc, suis d'accord. à quel moment est-ce que le service public a organisé un débat pour confronter les vax, les pro-vax avec les anti-vax, ou ce qu'on appelle anti-vax? C'est clair. Rien que le fait de dire les anti-vax, c'est déjà quelque chose qu'on n'aurait pas dû accepter en tant que journaliste. On ne l'a pas accepté, on ne pouvait rien faire contre. Voilà. Ils n'arrêtaient pas de... Mais toujours est-il que dans le service public, il n'y a jamais eu aucun débat. C'est triste. Parce que ça équivaut à de la censure. À partir du moment où il n'y a plus de débat contradictoire, c'est qu'il n'y a plus de censure, il n'y a plus qu'une pensée unique, la pensée unique du gouvernement. Il se trouve qu'actuellement, la pensée unique du gouvernement et celle des intérêts privés, c'est exactement la même. Donc, en gros, les intérêts privés et le gouvernement, c'est, voilà, lequel a mis la main sur l'autre, à chacun de décider. Toujours est-il qu'il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas de contradiction, donc il n'y a pas de pensée plurielle, et donc il y a de la propagande, donc il y a de la communication. Donc l'information n'est plus l'information, c'est de la communication. Quand vous avez, en plein Covid, le journal de 20h de France 2, qui invite Bill Gates au journal de 20h pour faire la promotion de son bouquin, qui lui pose aucune question dérangeante, qui va même dans son sens, c'est lamentable. Ouais, c'est clair. C'est lamentable et malheureusement, eh bien, les personnes qui ne s'informent qu'avec la télévision, eh bien, elles ont une vision unilatérale des choses et les Français, ils peuvent en fait être complètement désinformés parce qu'ils sont sous-informés par le service public et les autres. Mais on aurait pu espérer que le service public soit moins mauvais. Bon, c'est pas le cas. Et donc, eh bien, alors, vous avez des gens qui vivent dans des silos, et vous avez d'un côté des gens qui regardent que la télévision officielle, qu'elle soit privée ou publique, et puis d'autres qui vont essayer de s'informer sur les réseaux sociaux, où là aussi, il va falloir faire la part des choses, parce qu'il y a aussi une censure, on l'a vu sur les réseaux, la censure, elle est aussi décomplexée. Et il y a même eu des contacts, des accords, des pactes entre les directeurs des réseaux sociaux, les PDG, les propriétaires, et par exemple l'OMS, juste au début du Covid, où ils ont fait 2 jours de réunion à l'OMS avec Tedros Ghebreyesus, les patrons des réseaux sociaux, Facebook, Twitter à l'époque, et les autres, mais y compris les moteurs de recherche, Google, il y avait Firefox, il y avait tout ça, pour organiser la censure. Donc il y a une censure qui est organisée au niveau mondial, et le maître d'œuvre de cette censure, c'était d'abord sur Facebook, c'était évidemment Zuckerberg, et puis les autres avec Google. Et Zuckerberg, ils ont fait une censure, mais c'était dingue, c'était absolument incroyable, où il y avait tel mot, il fallait pas le dire, dès qu'il était là, hop, on censurait tel journaliste. Et puis si ça remontait au niveau mondial, il y avait une centralisation de la censure, il y avait une censure centralisée avec un organisme qui s'appelle Pointer. Donc la censure remontait. On disait, voilà, tel journaliste ou tel article ou tel
telle information, il ne faut pas la donner. Et hop, ou alors évidemment en disant oui, mais c'est de la désinformation, c'est pour ça qu'il ne faut pas la donner. Donc paf, ça redescendait dans tous les journaux, y compris les agences, l'AFP, y compris les journaux, y compris les radios. Ils avaient tous leur service fact-checker. Mais en fait, fact-checker, c'est service censure, quoi. Et donc, ils étaient là, et puis ça redescendait. Et donc, il y avait une liste noire de tous les sujets qu'il ne fallait pas aborder, de tous les gens qu'il ne fallait pas inviter. Et voilà, et c'est comme ça qu'on organise une information unique, une uniformisation de l'information. Fascinant. Et ben c'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et comment on le sait ? Parce que maintenant tout ça est sorti grâce à des procédures en justice, et puis surtout parce que maintenant Zuckerberg a fait amende honorable. Il a dit « je regrette ». C'était presque une confession à la soviétique, mais enfin bon, c'était comme ça. Je regrette d'avoir censuré et je n'ai pas permis à l'information de progresser. C'est l'administration Biden. Oui, voilà, mais c'est un peu l'administration Biden qui nous a forcés. Mais on était d'accord aussi. Mais je le regrette. Et je vais faire en sorte que on soit moins dans il n'a pas dit la mot. S'il a dit le mot censure. Qu'on soit moins dans la censure. Donc il a reconnu qu'il avait censuré. Ouais. Et il s'est engagé à moins censurer. Donc c'est quand même un peu dingue. C'est quand même un peu dingue qu'on en soit là. Donc évidemment ils étaient violents sur la censure. Hein. Même plus que Twitter. Hein. À Facebook, oui. Twitter, avant que Elon Musk le reprenne fin 2022, Twitter shadow banné. Donc c'est le truc où on va vous faire disparaître en gros des fils d'actualité. On va pas vous montrer, mais vous pourrez parler, mais vous allez parler dans le vide. Mais Facebook, il nous détruisait directement. Non, Twitter aussi, ils avaient. Ils détruisaient. Ah oui, Twitter. Ils détruisaient des chaînes directement. Oui, c'est vrai. Twitter, quand on a su un peu ce qui se passait, il y a eu ce qu'on a appelé les Twitter Files, quand Musk a racheté Twitter, où on a appris que tous les dirigeants, tout l'état-major de direction de Twitter, c'était des anciens du FBI. Donc c'était le FBI directement qui contrôlait Twitter. Donc avec les noms, c'était tout le FBI, c'était au moins 80, quelque chose comme ça. Hein. Donc il le sait, il l'a racheté, donc il le sait. Et donc, ces gens-là du FBI étaient en lien direct avec la Maison-Blanche, le gouvernement. Et le gouvernement et la Maison-Blanche disaient, donc Biden à l'époque, hein, mais ça avait commencé déjà sous Trump, hein, disaient, ça, faut pas dire, ça, faut pas dire, ça, faut pas dire. Et hop, ils envoyaient des mails à leurs homologues ex-FBI, mais qui étaient à Twitter, et eux, ils avaient des grilles en disant ça faut pas dire, ça faut pas dire, ça faut pas dire. Telle personne faut la censurer, telle personne faut la censurer. Ils ont même censuré des journalistes de renom. Donc et ils ont censuré des scientifiques de renom, entre autres Jay Bhattacharya qui maintenant est le patron. Voilà. Donc il y a eu un renversement. Mais ils avaient bien censuré. Hein. C'est fascinant ce dont tu nous parles. J'aimerais en parler des heures. Là, je pourrais faire une émission de 3 heures là-dessus. Mais alors, pour aller sur... j'ai plus qu'une dernière question parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, comme on disait avant. Là, c'est plus rendre disponible le studio. Est-ce que... Donc, ma question, on en a parlé au tout début. Moi, j'entends beaucoup de personnes expérimentées qui me disaient, il y a 15-20 ans, on n'avait pas l'impression que c'était aussi catastrophique politiquement, que les pouvoirs privés n'étaient pas autant là à mettre la main. Pourtant, c'est intéressant parce qu'il y a des trucs à l'époque qui étaient très bizarres, comme le 11 septembre ou alors les velléités de la guerre en Irak. Il y avait déjà des enjeux géopolitiques qui étaient très bizarres dans le passé. Vous prenez l'affaire que vous voulez, la crise des subprimes, il y a des trucs fascinants qui ne peuvent plus être mis en question. Donc, pour moi, le problème, c'est pas du tout un problème de ces dernières années. Moi, comme je l'ai dit en début d'émission, pour moi, la civilisation, je vois ça sur le temps long. Ça fait 13 000 années que les gens ont été sortis de leur état naturel. Voilà, on peut voir l'histoire comme on le veut, et la domination des peuples comme on veut.
Toi, quel est ton regard dessus? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a 20 ans, c'était moins pire qu'aujourd'hui? Et moi, j'ai l'impression que c'était peut-être moins visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plus les manipulations. C'est clair que le Covid, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu un enchaînement de on confine les populations, on va raconter qu'il y a des morts tout le temps à la télévision, on va remettre un confinement après où à 18h, les jeunes qui sont à l'université ne pourront pas sortir. Moi, je l'avoue, même je rentrais du basket à 18h en voiture parce que j'avais peur de me prendre une amende. Je m'en étais déjà mangé une, et 130 € quand tu gagnes mal ta vie, c'est quand même compliqué. Campagne de vaccination, stigmatisation, bon bref, il n'y a jamais rien de tel qu'avec le Covid, mais voilà. Bref, la question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que tu as l'impression que la situation, la sortie du Covid est pire, la situation politique, sociétale, dérive totalitaire, est pire aujourd'hui qu'il y a 15 ans? Moi, j'ai l'impression que c'était juste moins visible il y a 15 ans. Alors, moi, je pense de toute façon qu'il y a eu une régression de la liberté de l'information et de la liberté d'expression depuis 40 ans. Donc, j'observe une régression progressive, mais sûre, depuis 40 ans. Après, est-ce que depuis 15 ans, ça a été une régression? Oui, ça a été pareil. Et est-ce que depuis 5 ans, ça a été une régression? Bah oui, au niveau officiel, les mainstream, hein, les médias dominants, les médias officiels, ça a été une régression. Le seul point positif, on va dire, ce sont les réseaux sociaux, qui ont permis quand même... Et YouTube, qui permet d'avoir aujourd'hui des médias libres... avec Toxin, TV Liberté, Nexus, François, tout ça. Quoi. Oui, alors ça, c'est depuis quand? YouTube... Depuis 5 ans. Non, mais YouTube, en 2020, a fait de la censure comme c'est pas permis. Oui, mais en même temps, alors, c'est là où c'est paradoxal. Quand je dis réseaux sociaux, j'englobe Internet. Ouais. J'englobe Internet. Mais là où c'est paradoxal... Il y a 19 ans, il y avait moins de censure, mais il y avait moins de chaînes libres aussi, tu vois. Mais malheureusement... C'est ça qui est paradoxal. Oui. C'est que ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a plus de médias, il y a plus de réseaux sociaux, il y a plus de possibilités d'informer, ce qui fait que les médias officiels, qui eux font de la censure ou veulent faire de la censure, peuvent être court-circuités par tous ces réseaux sociaux. Et en fait, le citoyen de base peut devenir un citoyen journaliste s'il le veut. Tout à fait. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est un progrès pour la liberté de l'information, la liberté d'expression. Sauf si ces médias sociaux font de la censure, comme ils en ont fait, YouTube et tous les autres pendant le Covid. Pourquoi maintenant ils en font moins? Ça ne veut pas dire qu'ils en font plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui sont inquiets qu'on leur fasse sauter leur chaîne YouTube et qui s'autocensurent un petit peu. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'autocensure. Moi, on m'en a fait sauter 5 à chaque fois, François. Quand on a perdu la première, j'en ai recréé 4 derrière. À chaque fois, ils sont détruites. Donc voilà. Donc, donc ça, c'est de la censure. Ah bah pure, non, c'était horrible. Horrible. Voilà. Donc c'est un peu triste qu'au moment, mais c'est pas pour rien, d'un autre côté, c'est pas pour rien si au moment où les citoyens s'affranchissent des médias officiels, où on leur, c'est comme en Union soviétique où il y avait comment ça s'appelait les journaux qu'on donnait sous le manteau. Oui, c'était les. La résistance. Oui, je sais plus comment on les appelait. Bon, eh bien, voilà, c'est ça. Et puis de même que quand on a inventé l'imprimerie, et ben voilà, c'était plus l'Église qui était maîtresse du discours et du message. Tout le monde pouvait lire la Bible directement. Voilà, donc là, ce qui était bien, c'est que justement, avec les réseaux sociaux, on arrive à un niveau où on peut être plus libre, mais malheureusement, au niveau des médias officiels, eh ben c'est complètement dingue. On n'a pas le débat contradictoire. Ce qui fait que je regarde, par exemple, certains médias officiels actuellement, ils découvrent, 5 ans après, que oui, peut-être que ce virus-là, eh ben, il était peut-être issu d'un laboratoire. Quand même, 5 ans après. Et ils ont l'air d'être étonnés. Mais je leur dis, mais c'est pas grave, vous êtes étonnés, ben, il suffit de lire, lisez mon livre, lisez tout ça, c'est écrit. Et puis regardez, on va vous expliquer qui est qui, comment ça a été fait. Tout ce que Corinne nous montre là, j'invite les gens, parce qu'on n'aura pas le temps de parler du On va pas Covid, en parler, mais on en parlera dans le... En fait, on en parle dans le live qui est déjà diffusé au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, je vais expliquer tout ça. Rapidement, ouais. Ça, c'est les dessins, qui est qui, quels sont les acteurs, comment tout ça est né, comment tout ça, ça fait pas
ça fait pas 5 ans, c'est préparé depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y a des modifications, il y a des préparations. Tout est fait pour que ce soit possible. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'était prévisible, puisque déjà, en 2011, j'expliquais que la grippe H1N1 était une pandémie fabriquée. Mais c'est pas moi qui l'expliquais, c'est parce qu'il y avait un rapport du Conseil de l'Europe et un rapport du Sénat français qui le montrait, qui le disait. Et à l'époque, c'était Bachelot qui était ministre de la Santé. Et les sénateurs disaient à Bachelot, les parlementaires lui disaient « Mais vous n'avez pas des regrets, Madame Bachelot, quand même, de la façon dont vous avez géré la crise ?» Elle a dit « Non, j'ai pas de regrets, mais après tout, oui, j'ai 2 regrets. Les Français n'ont pas eu assez peur. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas vaccinés. Et puis, la prochaine fois, on verrouillera mieux Internet. » Voilà ce qu'elle disait, Madame Bachelot. Et effectivement, on a vu le résultat. Ce qui fait que si on ne se souvient pas, si on perd la mémoire, on recommencera les mêmes erreurs. Oui. Et on continuera à avoir peur inutilement. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Je l'expliquais en 2011 qu'ils avaient exagéré la première pandémie H1N1 et que effectivement ils pouvaient recommencer. Quand ils ont recommencé, eh ben voilà, on pouvait ne pas avoir peur. Ce qui ne veut pas dire, voilà, c'est toute la complexité, il n'y a rien de simple. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des toxines chimiques, des toxines biologiques qui puissent être plus ou moins volontairement, intentionnellement ou accidentellement relâchées dans la nature, et ensuite qu'on exagère une pandémie, et même qu'on entretienne une pandémie, c'est tout à fait possible. Et on le voit dans le bouquin, dans celui-ci, qu'ils ont les moyens d'entretenir des pandémies, ils ont les moyens de simuler des pandémies, et ils le disent. Fausse pandémie, vrai mensonge, je vous renvoie vers le livre, elle vient d'en parler là à l'instant, et je vous renvoie vers le live qui du coup est déjà diffusé, et je vous le mets dans la description si vous êtes sur YouTube, surtout au moment où vous regardez cette vidéo, vous pourrez retrouver ce live où on parlera de ce livre en détail, parce que c'est fascinant, je le rappelle. On a plein de questions justement qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder là, mais sur comment l'OMS a été appropriée, et notamment aussi on va parler des nanoparticules qui sont préparées par les militaires aujourd'hui, et t'as des trucs de fou là-dessus. Voilà, donc je vous invite à eux-mêmes expliquent comment ils le font, hein. Donc c'est pas du complotisme, ce sont des faits. Poursuivez si vous avez le temps avec ce live, je vous le mets en description. Merci Corinne d'être là, je rappelle ton livre Fausse pandémie, vrai mensonge, et vous pouvez retrouver les anciens qui sont aussi encore disponibles. À bientôt tout le monde, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous aide énormément, et pour vous abonner à Nexus, c'est sur nexus.fr, ou Nexus est aussi en kiosque. À bientôt, salut Corinne. Au revoir.